Et bonjour, je suis même pas encore certain, non, ça a marqué en train de paramétrer, donc je pense que ça ne marche pas. Je crois qu'on est en live, ça y est, c'est parfait. Bonjour à tous, vous qui êtes déjà là, il est 17 heures. Je sais que certains étaient certainement en train d'écouter notre Premier ministre. Je vérifie que je suis bien en live. Je vérifie que je suis bien en live. Eh oui, je le suis, c'est formidable. Et j'ai besoin que vous me confirmiez encore une fois que l'image et le son passent bien. Ah, voilà, je vois les gens qui se connectent et c'est parfait. J'ai l'impression que le son passe, de ce que j'ai pu entendre moi en retour. Et tout va bien. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, un nouveau live mini talk, comme on les a fait depuis ces dernières semaines. On avait prévu que ces activités-là auraient lieu pendant la durée du confinement. Donc, en théorie, c'est un peu le dernier que nous avions programmé pour l'instant, ce qui ne veut pas dire que ça n'aura pas de nouveau lieu sous d'autres formes après cela. Dès la semaine prochaine, peut-être des choses, etc. etc. Donc, on travaille là-dessus pour l'instant. On a un nouveau live à prévoir bientôt, je vais vous en parler. Mais en attendant que les gens se connectent, je vous fais les petites news du moment. Oui, il y a eu en ce moment même un petit plan de déconfinement. Il y aura des informations à ce sujet qui seront postées, comme d'habitude, tout va bien. On a clôturé l'enquête métier dont on a longuement parlé, et donc qui a été en deux phases, hein, l'enquête principale et l'enquête complémentaire sur les métiers de l'événementiel. Puisque ce matin encore, il y avait débat là-dessus avec les représentants. L'enquête, c'est un véritable succès, hein. Je crois que sur les deux enquêtes cumulées, il y a plus de 7000 réponses. Bravo, merci. Voilà, maintenant, c'est la phase d'analyse qui commence pour pouvoir avoir des éléments concrets à transmettre aux instances qui nous représentent. Et donc, là aussi, on vous tiendra informé et évidemment, les résultats seront rendus publics. Vous y aurez accès une fois qu'ils auront été compilés, analysés en bonne et due forme par les gens qui ont la compétence pour ça. Deuxième chose que beaucoup de monde attendait et qui est sorti aussi tout récemment, ce sont les consignes sanitaires. Le guide qui a été posté, il est complet. Il est joli, on en est très fiers. Certains le trouvent long, mais il était nécessaire d'avoir quelque chose qui soit le plus exhaustif possible pour vous donner un maximum d'éléments, qui puisse être rassurant pour tout le monde et dont chacun pourra trouver une adaptabilité. Il est téléchargeable sur notre site internet, il y a des liens un petit peu partout sur nos médias sociaux. Là, encore une fois, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour que vos confrères puissent savoir un petit peu comment interagir. En tout cas, on a reçu des félicitations des instances concernées sur la qualité de ce qui avait été produit et il a été transmis aux différents niveaux. Je l'ai noté tout à l'heure, hein, il a été transmis, il a été reçu d'ailleurs par le ministère de la Santé, du Travail, de la Culture notamment, et qui du coup va le contrôler, l'analyser, etc. etc. Donc tout va très bien de ce côté-là, on est très content qu'il soit sorti, et le dernier point avant qu'on commence la raison pour laquelle on est là, on aura un nouveau live avant la fin de la semaine, on est en train d'essayer de le caler, on prévoyait de le faire demain, on va essayer de voir si on peut le faire demain. On vous informera très rapidement de là-dessus. Ce sera un live qui ne sera pas sur le format du mini-talk, mais ça va être une intervention où notre président, Laurent Belay, pourra s'exprimer aussi par rapport à la situation et sur les derniers points un petit peu réglementaires qui se passent. Revenons-en à la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Un dernier live mini-talk qui est inspirant, avec un photographe que certains d'entre vous connaissent, d'autres vont apprendre à le connaître aujourd'hui. Et donc, j'accueille aujourd'hui Amélie qui va nous présenter Étienne Clotis. Bonjour Amélie, bonjour Étienne. Salut. Bonjour à tous. Oui, alors je ne vais pas te le présenter parce que je pense qu'il va le faire tout seul. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment ravis de terminer cette partie des mini-lives confinement, on va dire, même s'il y en aura sans doute d'autres après avec Étienne. Il y a tout juste un an, on était tous réunis à Nancy et on fêtait la remise des titres de portraitiste de France. Et il faut savoir que Étienne a fini major sur cette série-là il y a un an. Donc voilà, c'était une bonne chose aujourd'hui de t'avoir avec nous, Étienne. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà où tu es, qui tu es et quelle est ta spécialité et ce qui te fait vibrer au quotidien? Oui, alors je suis Étienne Clotis, je suis avec Thibaut Chape à la Maison de la photographie d'Aix-en-Provence
Et j'ai ouvert un studio il y a 1 an et demi sur Lyon également. Et donc, je suis portraitiste et photographe de mode. D'accord, mais tu travailles avec des gens, enfin, tes clients, c'est plutôt des modèles ou tu travailles surtout avec des gens comme moi ou comme n'importe qui voudrait avoir des photos enfin, tu vois, des photos où Alors, on est mis en valeur, quoi. Est-ce que tu travailles avec ouais, des célébrités ou est-ce que tu travailles aussi avec des exactement. photographes? C'est madame tout le monde, quoi. Est-ce qu'on peut venir Est-ce chez que tu toi? photographies que les Miss France ou est-ce que nous aussi on peut? Alors, je fais un peu tout le monde. J'ai passé 10 ans à photographier que dans la presse, donc côté mode, côté pro. Et quand je suis arrivé à Aix-en-Provence en 2013, je me suis intéressé justement aux clients particuliers. Et donc, je suis spécialiste dans le portrait de clients particuliers. Mais je continue, bien entendu, à travailler pour des publications, pour des petites célébrités. Enfin, voilà. Ok. Donc en fait, pour dire un peu aux gens qui nous regardent, moi quand j'ai parlé avec Étienne sur la façon dont on pouvait mener ce live, en fait ce qui m'intéressait moi, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais venue entre autres à l'atelier quand vous aviez fait la formation, en fait je suis très attirée, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont très attirés par la façon dont tu arrives à sublimer et à mettre en valeur les modèles certes, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Et en gros, quand on en a parlé ensemble, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était peut-être que tu nous livres les 5 astuces, enfin 5 petits trucs que tu appliques quasiment systématiquement pour mettre en valeur un client lambda, monsieur et madame tout le monde qui va arriver chez toi. Donc, premier truc, sur quoi tu pars? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, en tout cas, chez moi, il faut savoir que j'ai aussi une formation de coiffeur et de maquilleur. Donc, le maquillage et la coiffure, c'est quelque chose qui est important pour la mise en valeur. Donc, déjà, il y a une petite préparation. Dans mes studios, mes clients ou mes clientes se font maquiller. C'est systématique et c'est important par rapport à mon type de lumière. Donc, ce que je peux conseiller à un photographe qui a envie déjà d'avoir une mise en valeur, c'est de s'entourer d'une bonne équipe pour justement la mise en beauté, que ce soit du maquillage ou de la coiffure. Si c'est pas le cas, il y a des petites astuces, demander à ses clientes de se maquiller elles-mêmes, mais en restant le plus naturel possible, parce que le problème du maquillage, c'est que c'est une mode et que ça passe. Donc, si on veut que sa photo reste dans le temps, reste jolie dans le temps, il faut un maquillage le plus neutre possible. Voilà. Et un petit quelque chose que je conseille à tous les photographes, c'est d'avoir de la poudre. Parce que même si vous n'êtes pas maquilleur, vous pouvez enlever les petites brillances ou des petits détails qui vont vous aider en fait après pour votre traitement. Tu maquillais toi-même ou pour le coup, tu as toujours travaillé avec tu as toujours fait venir des gens sur les plateaux, sur le plateau de prise de vue pour le faire? Alors, un peu des deux. J'ai la chance d'avoir d'excellents maquilleurs qui travaillent avec moi au studio à Aix-en-Provence. Donc, j'ai tendance à pas mal déléguer depuis quelques années. Mais en fonction des modèles, il m'arrive de maquiller encore aujourd'hui. Ok. Et alors, niveau vestimentaire, parce que une belle image, ok, le maquillage, la coiffure, tout ça, j'imagine que c'est hyper important. Au niveau, par exemple, moi, demain, j'ai envie d'un super portrait mode de moi fait par Étienne Clotis. Tu guides aussi sur l'avant-séance, c'est-à-dire que tu dis aux gens, est-ce que vous pouvez venir avec tel type de vêtements, ce que toi, tu recherches, comment tu travailles à ce niveau-là? Est-ce que les gens arrivent avec ce qu'ils veulent et puis tu avises une fois qu'ils sont là? Alors, ils sont totalement guidés. En fait, on leur donne des conseils avant d'arriver en séance. Donc, ils sont appelés par mon assistante qui va leur donner tous les points. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à penser que la photo de mode, on est ultra maquillé, ultra coiffé, ultra fringué. Et en fait, c'est pas du tout le cas. La photo de mode, c'est une attitude, c'est un style d'éclairage. Et moi, par exemple, ce que j'aime dans les vêtements, c'est tout ce qui est neutre, le plus simple possible. Parce que je vais photographier quelqu'un et pas un vêtement. Voilà. Si j'ai un contrat, pour une styliste ou pour un créateur, je vais mettre en valeur le vêtement et mettre en retrait le modèle. Mais là, quand ce sont mes clients qui viennent, c'est eux. Donc, quelque chose le plus simple possible. J'ai envie que ça soit le plus intemporel possible. Et alors, pour le coup, on avait reçu Pierre Delaunay, je ne sais pas si tu avais vu son live, qui mettait beaucoup d'importance dans le choix des couleurs par rapport à la peau, par rapport aux cheveux, par rapport à toutes ces choses-là. Toi, c'est quelque chose qui te parle, c'est-à-dire que tu essaies, quand tu dis j'oriente les clients avant, même si tu ne veux pas que le vêtement… Justement, en fait, ce que disait Pierre même, c'est que le vêtement mettait en valeur pour faire ressortir tout le reste. Donc toi, c'est des choses sur lesquelles tu t'appuies, les couleurs, etc., par rapport à la personne ou Alors, pour mes clients, je vais avoir 90% de photos en noir et blanc. Donc, la couleur n'a aucun intérêt pour moi. Ce que je demande d'éviter le plus possible sont les marques apparentes, les rayures, les pois, enfin tout motif. En fait, pour moi, il faut quelque chose de neutre. Et vu que je vais beaucoup travailler le noir et blanc, après, elles peuvent se tromper dans les couleurs
parce que souvent, on ne sait pas en fait quel morphotype on a et quelle colorimétrie utiliser en fait par rapport à sa carnation ou son visage. Je m'en fiche. Voilà, je vais aller sur le noir et blanc. Si ma cliente a réussi justement à bien accorder ses tenues, moi, mon rôle là, c'est pas d'être conseiller en images, c'est de faire mon job de photographe. Il se peut que dans sa séance, il y ait quelques images en couleur, mais c'est vraiment très rare. Ok. Je vois une question là. Alors, bon, pour le coup, je vais y répondre pour Sabrina qui demande si justement, après le confinement, est-ce qu'on peut avoir un prestataire beauté dans nos studios à partir du 11 mai? Alors, grande question. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Toi, tu vas continuer à faire venir tes prestataires, tu vas maquiller toi-même. Comment tu… Alors, Étienne, il a déjà une équipe de 10 personnes. Ouais. C'est peut-être un peu différent de la question, mais au demeurant, tu as un protocole, on en a parlé, tu as un protocole qui a été mis en place. Toi, déjà, je te laisse l'expliquer. On a vraiment étudié avec mon équipe pendant ce confinement la façon dont on allait reprendre. Donc déjà, j'ai réduit drastiquement le nombre de mes clients. Je laisse 1h30, 2 heures entre chaque client pour vraiment désinfecter mon studio. Et par contre, pas de coiffeur chez moi. Et il y aura une maquilleuse qui portera une visière et un masque. Voilà. Donc, et pour le maquillage, en fait, c'est une question de… En fait, j'ai fait l'acquisition de pas mal de sets de pinceaux. C'est-à-dire que ce n'est jamais les mêmes sets dans la journée et on a le temps de les faire baigner pour bien les désinfecter toute la nuit. Voilà. Et je pense qu'on peut rajouter pour Sabrina que si jamais elle fait travailler des prestataires qui sont indépendants, voilà, les prestataires ont aussi leurs protocoles sanitaires qui ont été mis en place et qui, pour le coup, eux, quand ils vont travailler à domicile ou dans une société, ont leurs propres règles et précautions à respecter et que donc, normalement, à partir de là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible de faire ça en studio à partir du 11 mai. Écoute, je pense que pour cette partie mise en beauté, préparation du client, préparation de tout ça, je pense qu'on est pas mal. Quand on parle des clients qui viennent, en fait, on ne l'a pas précisé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a deux choses qu'on n'a pas précisées. C'est surtout pour ceux qui nous regardent, pensez à mettre vos questions voilà, pour que je puisse les dire, parce qu'à aucun moment on en a parlé. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on parlait, c'est pas parce que tu es photographe de mode que tu ne fais que de la femme, on est bien d'accord. Et non, c'est aussi de l'homme. Et non, et c'est à ça que je voulais en venir justement dans ton approche photographique. Est-ce que pour toi, il y a une différenciation en termes, que ce soit de mise en valeur ou en termes justement de prise de vue derrière, entre l'homme, la femme, comment tu appréhendes ça? Pour toi, c'est différent ou tu traites ça exactement de la même manière? Alors, ça va être très différent. Il faut savoir déjà que j'ai été photographe de mode. Aujourd'hui, je me considère plus comme portraitiste avec une lumière qui reste très mode, mais je suis plus dans le portrait, surtout au niveau de mon cadrage. Hein. J'ai tendance à me rapprocher des gens, ce que je ne faisais pas avant. Ce qui va changer entre un homme et une femme, ça va être le type de lumière que je vais utiliser. Pour une femme, on va avoir quelque chose d'assez lumineux. J'évite de trop marquer les traits parce que c'est quelque chose qui ne va pas plaire, en tout cas à mes clientes. Pour l'homme, au contraire, j'ai tendance à énormément durcir ma lumière, mon contraste. J'ai vraiment une lumière qui est beaucoup plus dure parce qu'il y a quelque chose qui a du caractère et qui est beaucoup moins doux. Voilà. Ok. Alors, attends. En fait, j'étais en train d'essayer de mettre des photos parce que justement, je voulais montrer. Alors, je vais vous partager mon écran et comme ça, tu vas pouvoir… Alors, attends que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, pour ceux qui vont le voir, parce que je pense que justement, c'est plus facile d'en parler quand on… Hop, en plein écran. Voilà, je sais pas. Là, je pense que c'est en ligne. Là, on a un portrait d'homme. Je pense qu'au moins, ça… Ah oui, ces traits-là, en fait, il est marqué, mais je trouve ça très, très beau, tu vois. Donc, pour les hommes, je suis sur ce côté un peu dur, très contrasté. Et chez la femme, je suis un peu plus doux. Tu travailles avec combien de sources? Ça peut aller jusqu'à 4, mais généralement, j'ai 2 sources pour éclairer mon fond et j'ai une source unique devant. D'accord. Voilà, je laisse dérouler un peu pour que les gens puissent voir les photos. Tu fais de l'enfant aussi? Alors ça, j'ai dû faire de l'enfant pour mon portraitiste de France, mais chez moi, c'est à partir de 12 ans, pas avant. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on le précise, les photos que je suis en train de diffuser là sont les images de ton dossier du portraitiste de France. Là, celles qu'on vient de voir sont les images du portraitiste, exactement. Ok. Donc, alors, une fois qu'on a traité un peu de la lumière, au niveau de l'ambiance, alors moi, je t'ai vu faire et je trouve que c'est intéressant d'en parler un peu au niveau de l'ambiance de la séance, la façon dont ça se passe. Tu as une pratique qui est assez… je ne vais pas dire directive, mais tu guides beaucoup ton client. Pour toi, c'est indispensable. Si tu les laisses faire, tu n'as pas le même rendu. Alors, en fait, comme ça va avec la question que tu m'as posée avant, j'ai une seule source devant
Et généralement, j'aime bien travailler avec le bol botté. Et j'ai un tout petit bol botté volontairement pour bien cibler ma lumière. Si mon client, si mon modèle en fait fait des propositions, euh, il suffit d'un centimètre pour changer les ombres que je vais lui placer sur le visage. Donc j'ai besoin vraiment de contrôler mes clients, mes modèles. Donc je guide de A à Z. Déjà de une, je pense que c'est ultra rassurant pour un client de se sentir en confiance avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je pense que mes formations de coiffeur-maquilleur m'aident aussi à mettre en valeur les gens. Il faut savoir qu'avant de photographier quelqu'un, je vais observer son visage et on a tendance à pas regarder de suite et de plutôt faire une photo et regarder. On a tous un profil qui nous met plus ou moins en valeur. En fait, on a un profil qui s'appelle un profil triste et un profil joyeux. Et en fait, on a un visage qui va tomber un petit peu d'un côté ou pas de l'autre. Et ça, à l'œil nu, en fait, on peut le voir. C'est-à-dire qu'on va tourner le visage du client ou de la cliente et on va essayer de remarquer avec la lumière qu'on a apposée, en fait, ce qui le rend fatigué ou ce qui le rend un peu plus beau. Et c'est comme ça que je vais commencer à le travailler pour mettre en valeur. Ok, ok. Donc moi, quand j'ai fait l'atelier, en fait, j'ai été étonnée par le peu de photos que tu prenais. En fait, tu sais, quand tu vois la personne, tu sais d'instinct ce que tu veux d'elle. Enfin, Oui. c'est la sensation que j'ai eue. Alors, voilà, je me dis, voilà, tu lis dans la personne et tu te dis, moi, le portrait que j'ai envie d'avoir de cette personne-là, c'est ça. Et pour le coup, ça, c'est ce que tu fais systématiquement, même sur des clients, monsieur, madame, tout le monde. Oui, dès que je vois quelqu'un, je sais où je veux aller. Alors, en fait, il faut savoir que j'ai un type de lumière qui est ma lumière, les lumières que j'aime réaliser. Je connais mon matériel par cœur, justement pour pouvoir, lors des séances, me concentrer sur les modèles ou les clients, ce qui me permet de ne pas faire mes petits réglages. Enfin, je les connais. Donc, d'instinct, à force, ça fait depuis 2003 que je fais ce métier, d'instinct, je sais quel réglage je vais réaliser. Voilà. Donc, je me concentre sur ma cliente et je réalise les images qui vont avec sa personnalité ou en tout cas ce que je perçois de sa personnalité. Alors, on a une question pour toi de Claude qui dit pourquoi deux éclairages arrière et dans quelle direction? Alors en fait, j'ai tendance à aimer les fonds qui sont très très unis. Donc ça, c'est une question de goût, hein. Donc j'ai deux boîtes à lumière qui sont centrées vers le centre de mon fond, que ce soit un fond papier, un fond structuré, enfin ce que vous voulez. Mais en fait, ça me permet d'avoir un fond qui est toujours éclairé. En fait, on éclaire toujours son fond. En tout cas en portrait, c'est une des règles un petit peu scolaires, mais qui me plaît parce que ça me permet justement d'avoir quelque chose de neutre. Et ce côté neutre va me permettre de mettre en valeur mon modèle le modèle qui est en face de moi. Voilà, je me concentre sur le modèle et le reste, je n'en fais plus qu'à. Et alors, je continue dans les questions. On a Jordan qui dit, je les pose parce que vu qu'elles sont là, voilà, Vas-y. qui revient un peu sur le point précédent, mais qui disait quelle est pour toi la meilleure façon de démarcher les pros et les particuliers. Enfin, quoi que ceci dit, c'est peut-être une question qu'on va garder pour la fin. Maintenant que Si tu veux. Comme on a prévu de parler de la communication, je pense que pour le coup, tu pourras aborder à ce moment-là cette partie-là et ça sera peut-être plus. Ok, tu retiens Amélie, hein, parce que je ne vais pas m'en Oui, souvenir. je la note et puis, je te la poserai. Mais je pense que de toute façon, intuitivement, tu vas en parler parce que si tu parles de ta communication, tu vas expliquer comment tu vas chercher les particuliers et comment Bien tu sûr. les clients. Donc, non, là, écoute, dans les questions, je pense que c'est à peu près tout. Donc là, tu as fait la séance, tu as tes images. On a eu, j'ai mangé son nom, Bernard Audry, en début de semaine, justement, qui nous a parlé lui qui fait de la visualisation avec ses clients. Alors toi, justement, une fois que les clients sont là, comment tu t'organises, tu leur montres les photos en direct, comme il y a quand même une part un peu mode dans ton travail, est-ce que justement tu leur soumets les images un peu brutes pour qu'ils choisissent, pour que tu puisses voir sur lesquelles ils s'aiment le plus, ou c'est toi qui fais le tri, comment tu procèdes au niveau? Alors, en fait, je peux faire les deux. Je préfère aujourd'hui faire revenir mes clients. Les images que je vais présenter sont des images qui sont quasi brutes. En fait, je ne retravaille que les photos qui vont commander. Ça ne me dérange pas de mon travail brut. En fait, il y a deux approches. Soit vous souhaitez présenter, vous avez en fait assez confiance en votre travail, vos images pour présenter directement les photos aux clients. Il y a ce côté assez impulsif, il reste dans le moment. Enfin, c'est une approche qui est intéressante aussi de montrer juste après la séance les photos. Je trouve aujourd'hui que de faire attendre un petit peu, ça crée du désir et ça marche aussi. Voilà. Je le fais vraiment maintenant au feeling, en fonction du client ou de la cliente que j'ai en face de moi. Voilà. Si j'ai envie, parce qu'il faut se sentir capable
de montrer les photos, parce que quand je montre les photos, en fait, je réalise le tri. Donc, ils ne reviendront plus après si je le montre directement après. Si j'ai donné trop d'énergie pendant ma séance et que je ne me sens pas capable aussi de montrer les images de suite, je prendrai un autre rendez-vous. Voilà, je le fais vraiment en fonction de moi. Parce il faut avoir un bon état d'esprit, parce que le visionnage, ça reste quand même de la vente, c'est du commerce, c'est commercial. Si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit parce que vous avez sué haut et fort pendant votre séance, ne le faites pas juste après, faites-le après, plus loin dans le temps. Je reviens un petit peu sur des choses. Alors, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a un petit peu tardé à dire. Allez-y, profitez-en pour les poser. Etienne est quelqu'un qui partage. Enfin, moi, j'ai la chance de bien te connaître. Et donc, je sais que tu partages volontiers. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je reviens un peu sur la mise en lumière. Il y a une question notamment enfin, il y a deux trucs, mais on va en parler. D'un, c'est est-ce que tu peux donner plus de précision pour choisir le bon profil? Tu disais tout à l'heure, en fonction de la lumière, c'est à l'œil. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'on peut s'entraîner de quelle manière? C'est assez obscur pour certains de se dire comment est-ce qu'on repère le bon et le mauvais côté de son client? Alors déjà, il faut savoir que 70% des gens, le plus beau profil, c'est le profil gauche. Donc, si vous n'arrivez pas à le voir, Je pense que vous c'est allez pris à comme ça sur le gauche. profil droit. Exactement. En fait, c'est pas une question de ça, c'est qu'il faut légèrement tourner la tête. Je vous montre par exemple sur moi. Là, moi, j'ai un profil qui est fatigué, j'ai un œil qui est plus gros que l'autre. Tout le monde, on n'est pas symétrique en fait. Donc, si je me photographie ici, je vais avoir un visage qui est plus rond et marqué. Vous voyez ici, j'ai un profil qui est descendant en fait. Il est plus fatigué de ce côté. Si je me tourne dans ce sens-là, j'ai la pommette qui remonte plus. Donc, ce profil, et c'est le profil gauche, voilà, je fais partie des 70% des personnes qui ont le profil gauche, ce profil va plus me mettre en valeur. Après, on peut toujours tricher en mettant sa lumière un peu en hauteur. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une lumière, quand on ne sait pas quel est le profil, c'est d'avoir la source qui est toujours un peu plus haut que les yeux et d'avoir toujours un petit point de lumière dans l'œil. Voilà, et comme ça, vous ne vous trompez pas. Évitez les grosses taches d'ombre sur les côtés ici, c'est pas intéressant. Et du coup, vous allez marquer les cernes, etc., etc. À partir du moment où on a une légère ombre sous le nez, c'est que la lumière est bien placée. Donc là, quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez pas à voir les profils, c'est de la mise en valeur. Après, pour voir le profil, je pense que c'est une question d'expérience. Voilà, mais quand vous regardez sur moi, c'est flagrant. On a un profil qui est bas, un profil qui est haut. Et il faut aller vers le haut, toujours. Je remets Du mes coup, lunettes, j'ai tellement mauvais profil. vas-y, remets tes lunettes. Et du coup, alors j'ai des tout à fait Étienne de la part de Jérôme Morin, qui je pense te salue. Salut Jérôme. Euh, juste pour revenir encore sur cette part de mise en lumière, tu disais tout à l'heure que le choix de l'éclairage, enfin en tout cas, tu allais éclairer beaucoup plus lumineux une femme par rapport à la problématique des traits, etc., que tu nous as expliqué. Est-ce que ce choix-là, tu le définis à l'avance en disant aujourd'hui je suis une femme donc je vais utiliser tel modeler? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes modelers? Je pose des questions, c'est un peu étrange parce que voilà, Étienne est à l'étage au-dessus du mien, donc je connais très bien le sujet d'Étienne, hein. On boit souvent le café ensemble, mais réellement, voilà, est-ce que c'est tout le temps les mêmes modelers? Est-ce qu'à l'avance, quand tu sais que sur ton rendez-vous aujourd'hui tu as des hommes ou des femmes, tu vas installer le studio différemment? Est-ce que c'est quand tu vas rencontrer la personne en disant tiens, lui, je vais plutôt utiliser tel modeler? Est-ce que c'est anticipé? Est-ce que c'est au cours de la séance que ça change? Est-ce que tu prends le temps autour de ça? En gros, voilà, quel est le degré d'anticipation et qu'est-ce qui se passe à la séance et qu'est-ce qui peut se passer avant? Parce que tu te doutes que toi, tu es expérimenté, mais il y a des photographes qui savent un peu moins et qui veulent anticiper un maximum de choses pendant la séance, enfin avant la séance, pour se concentrer sur l'essentiel pendant la séance. Comment tu marches et quel conseil tu pourrais donner? Alors, honnêtement, je fonctionne beaucoup à l'instinct. En source de lumière, j'utilise Bol Beauté, boîte à lumière que j'aime beaucoup, et très étrangement, le parapluie. Mais je trouve que le parapluie a une très mauvaise réputation, alors que c'est vraiment génial C'est pour vrai, voir la lumière. c'est vrai. Après, si je dois donner un conseil pour le parapluie, ça peut être une boîte à lumière et ça peut être aussi un bol beauté en fait. Le parapluie argenté, pour commencer, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En fait, quand j'ai commencé il y a quelques années la photographie, j'ai travaillé pour une agence de mannequins et j'étais en apprentissage et on m'a dit, et j'ai toujours retenu ça, quand tu ne vois pas la lumière, tu prends le fil du parapluie, hein, la barre du parapluie, et tu la fixes par rapport au nez. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à toujours mettre en valeur. Et après, je me suis amusé, je l'ai mis sur le côté. Et si on le met sur le côté un peu loin, on a un effet un peu boîte à lumière. Si on le met en hauteur, on a un effet bol beauté. Enfin, voilà. Si vous voulez pas vous louper en tout cas de lumière et pouvoir vous amuser, prenez le parapluie. Il y a des possibilités qui sont énormes avec. Voilà. Mais pour moi, pour mon choix, c'est vraiment à l'instant et au feeling.
Alors, Je vais être plus à la boîte à lumière avec les femmes maintenant, et plus au bol beauté qui est plus dur, plus contrasté avec les hommes. Voilà. du coup, on a une question de Sandrine en Nouvelle-Calédonie qui nous demande justement quelle taille de boîte à lumière, si tu vas comment dire, en opposition avec le bol beauté, plutôt une grande boîte, tu prends pas des toutes petites Je boîtes. suis à 60-80, moi, ouais. Voilà, donc plutôt une grande boîte, 60-80. J'ai Gilles qui me demande si le portrait sur ma photo de profil, c'est une photo d'Étienne Clotis. Oui, je confirme. La plupart des photos que vous voyez sur mon site internet Non, officiel. non, c'est l'inverse la question. La question, c'est le portrait d'Étienne sur son site. Est-ce que c'est un autoportrait ou est-ce que c'est Ah Titi non, qui l'a réalisé? alors pour le coup, est-ce que c'est moi? Non, moi alors, les seules photos que j'ai faites d'Étienne ou presque, hein, c'est des photos d'un événement personnel de sa vie, hein, son mariage. On ne Exactement. travaillait pas ensemble à l'époque. Hein, je l'ai dégoûté des mariages à partir de là. Il s'est dit j'arrête d'en faire. Mais Mais non, t'es non. tellement bon aussi. Etienne, merci, c'est gentil. Mais non, Etienne, tes portraits, c'est beaucoup des autoportraits ou c'est des gens de ton équipe? Alors sur mon site, Parler un en peu l'occurrence, c'est un autoportrait. Là, le portrait que j'utilise le plus, c'est un de mes potes photographes qui s'appelle Florian Saez qui me l'a réalisé. Voilà, je l'aime bien. Parfait. Juste, je reviens encore une fois sur la partie avant qu'on embraye sur la suite, mais c'est vrai que voilà, du coup, il y a un tas de petites choses qui arrivent. Une chose que moi je trouve intéressante justement dans la démarche et dans ton approche, etc., c'est qu'en effet, à la prise de vue, Amélie disait tout à l'heure que ça allait assez vite, que tu déclenchais assez peu de fois. Ça va avec l'expérience, j'imagine que ça va de soi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui potentiellement est peut-être moins sûr de lui? Est-ce que il prend le risque de garder les rythmes de la séance et de continuer son setup, etc., ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il recommence et qu'il rallonge le truc? Parce que là aussi, encore une fois, je sais d'expérience que chez toi, ça va très vite et que ça peut être impressionnant et que ça fait partie de la réussite de tes portraits. C'est qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a beaucoup de directions. Tu parles beaucoup, tu diriges beaucoup ton modèle au détail près. Hein, je veux dire, tu as une idée précise de ce que tu veux. Et la réussite, c'est aussi ce rythme-là, le fait que ça s'enchaîne très rapidement. Si on Pour les t'obligeait à clients, avoir oui. une pause, pour les clients, si on t'obligeait à avoir un temps de pause entre chaque photo, pas certain que les photos seraient aussi bonnes, parce que ce rythme-là participe énormément à la qualité de ton travail. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui n'est pas capable pour l'instant d'avoir ce rythme-là, est-ce qu'il doit essayer d'accélérer ou est-ce qu'il doit prendre le temps, selon toi? Alors, je vais conseiller parce que j'ai un apprenti tous les ans. J'adore former. Et ce que je conseille à mes apprentis à chaque fois, c'est de ne rien montrer de ses failles au client ou au modèle. C'est-à-dire que on se dit qu'on est le meilleur. Hein. Enfin, c'est juste de l'autosatisfaction et quelque chose qui va nous booster. Et il vaut mieux faire une erreur sur son boîtier, mais le client ne le voit pas, continuer sa séance. Et voilà. Après, je pense que quand on fait trop de photos, en fait, on n'est pas bon. C'est-à-dire que moi, mes séances ne durent pas plus d'une demi-heure parce que je mets énormément d'énergie pendant une demi-heure et que j'estime qu'après, je vais être moins dedans et mes images seront moins bonnes. Donc, et puis, avec l'expérience, j'ai toujours gardé dans mes séries les premières images et jamais les dernières. Voilà. Et sur une séance qui dure une demi-heure, ta cliente, elle peut changer de tenue. Tu passes combien de. Il n'y a pas de changement de maquillage. Le maquillage, c'est une bonne fois pour toutes en début de Oh, séance. ça peut être une ou deux fois, mais en fait, je te parle d'une demi-heure de prise de vue pure. Hein. En tout, la cliente, elle va passer trois quarts d'heure sur le plateau. Donc, il y aura dans ce quart d'heure dont je parle pas, peut-être une retouche maquillage, un changement de tenue, un changement de lumière pour moi, ou peut-être je vais aller en extérieur, tu vois. Mais non, en tout, j'ai une demi-heure et je me donne à fond. Okay. Je pense que l'énergie est très importante en fait, parce que justement, si on est mou, si on prend le temps, enfin, le client il s'ennuie. J'ai fait l'expérience, en fait, j'ai voulu pour mes 30 ans aller faire une séance au studio Harcourt. Hein, je rêvais d'avoir ce portrait un peu type cinéma. J'aime bien cette lumière. Et en fait, c'était très 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 long. Et je me suis mis pour une des premières fois de ma vie à la place de mes modèles ou mes clients. Et j'ai fait, mais heureusement que je prends pas autant de temps à régler mes lumières parce que en fait, déjà, on se fait chier. Et si je me mets à la place du modèle, au bout d'un moment, on perd. C'est ultra fatigant de poser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on perd son étincelle, on perd tout. Donc, moi, j'aime bien l'instant, j'aime bien y aller à l'instinct aussi. Et j'aime bien ce côté un peu rapide.
Tu parlais là tout à l'heure dans ce que tu viens de dire et ça m'a interpellée. Tu disais que s'il y avait bien une chose qui était importante, c'est qu'il ne fallait pas que le client puisse sentir tes doutes, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit tes doutes techniques ou tes doutes, voilà. Ça fait partie de ta communication, ça, cette image d'être sûr de soi, tu vois, de savoir comment guider le client. Voilà, je ne vais pas dire que c'est un masque, mais c'est aussi l'image que tu as envie de renvoyer de toi dans les séances et sur tes réseaux de communication en général. En tout cas, quelqu'un de pro. Voilà, c'est ce que j'essaie de présenter. Et pour ça, je m'interdis de donner mes opinions politiques, toute opinion en fait sur les réseaux. Ça ne regarde personne et du coup, ça me rend peut-être un peu distant. Mais ma vie privée, c'est ma vie privée. En fait, les gens, quand ils me suivent sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ils suivent le photographe ou le travail du photographe. Moi, je m'en fous de savoir ce que mange le photographe, ce qu'il pense de telle politique ou avec qui il couche, en fait. Enfin, c'est sa vie, tu vois. Moi, ce que je veux voir d'un photographe, c'est son travail. Oh, tu as quand même des gens. Enfin, après, c'est peut-être pas ta stratégie, mais on a quand même des. Moi, j'en connais, hein, des photographes qui vendent parce que justement, tu as un principe d'identification qui est assez fort. Et les gens, quand ils vont sur les réseaux, il y a un peu de vie privée, tu sais, il y a un mix un peu savant de la vie du photographe, le backstage du photographe et le travail Alors, du photographe. alors, le backstage, le travail, tout ça, je le partage. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je trouve que ça démystifie un petit peu ce métier de présenter trop de choses personnelles. Après, ce n'est que mon avis. Et en tout cas, ma position, ma façon de faire, elle marche, puisque j'ai de la demande. Je suis complet généralement 2 à 3 mois à l'avance dans mon studio, ce qui est énorme. Bon, ça a mis des années pour me faire ce nom, pour pouvoir créer ce réseau, cette clientèle. Mais moi, je me montre et je publie tellement peu que quand je publie, en fait, il y a un impact. C'est partagé, c'est aimé. Enfin, voilà, la rareté plaît aux gens aussi. Donc, à chacun de choisir sa stratégie. Voilà, moi, je me montre peu, c'est un choix. C'est intéressant parce qu'en l'occurrence, tu vois, là, on a aussi des remarques de gens qui nous disent que en tant que modèle d'ailleurs, ou en tant que photographe, pour être passé des deux côtés, eux préfèrent aussi une certaine forme de lenteur. Et, enfin, je crois, et c'est intéressant. Alors, je redis ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises par rapport à ces Zooms. À chaque fois, on fait venir des intervenants qui ne seraient pas d'accord les uns avec les autres. Hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant hein, parce que chacun a sa façon de faire et Etienne nous partage sa vision et sa façon et celle qui fonctionne pour lui. Milena nous disait le bon rythme, c'est celui dans lequel on se sent bien. Et c'est vrai qu'Étienne est quelqu'un qui a tendance à prendre des décisions facilement, rapidement, à aller vite sur des choses. Hein voilà. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas le même besoin. Enfin, moi concrètement, moi à l'étage du dessous, le rythme de mes séances c'est pas du tout le même et ça marche avec une autre clientèle, avec un autre besoin. Je crois que c'est important aussi de rester soi-même et c'est vrai que la démarche. Moi, je sais que moi quand j'ai commencé à travailler avec Etienne, une des premières choses que j'ai faites, c'est offrir une séance à ma femme chez Etienne. Et elle m'a regardé en me disant mais pourquoi tu fais ça? Enfin, t'es photographe, t'as un studio, pourquoi est-ce que tu veux m'envoyer chez un de tes confrères, tu veux plus me photographier? Moi je voulais qu'elle, bon j'ai une part c'est compliqué de photographier son conjoint, ça c'est une certitude, mais en plus de ça je voulais qu'elle vive l'expérience de ce qu'Étienne faisait parce que je l'avais vu faire et je trouvais ça hyper intéressant et très différent de ce que l'on avait pu vivre jusque là. Mais je trouve que c'est intéressant justement d'avoir là on parle du rythme. Et du coup, il en vient sur la demi-heure. Il y a 2-3 personnes qui se posent la question, mais sur la demi-heure, tu présentes, tu montres combien de photos aux clients qui soient différentes et exploitables. Parce que ça paraît court pour plein de gens, en fait, juste 30 minutes de prise de vue. En 30 minutes, je dois avoir 80 à 100 photos à peu près. Après, de toute façon, mes clients repartent grand max avec 10 images. Je suis incapable de livrer plus parce que je suis très rapide pour ma prise de vue, hein, d'accord? Parce que j'y vais à l'instinct et c'est ma méthode. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais après, je suis là pour être très honnête avec vous aujourd'hui et vous dire vraiment comment je travaille. Donc, c'est comme ça que je travaille. Par contre, j'ai peu de photos parce que ce qui sort de mon studio avec ma signature, ça doit être parfait. Voilà. Et alors, Et donc, je passe du temps à la retouche, par contre, maintenant. sorte de ton studio, justement, c'est quel format? Tu travailles, tu donnes que du JPEG ou est-ce que comme c'est le sujet de nos lives d'avant, ça m'intéresse de savoir comment toi tu fonctionnes. Est-ce que tu vas faire au support, c'est-à-dire que tu vas privilégier l'agrandissement, l'impression, etc. Ou est-ce que ça ne te pose pas de problème de donner les fichiers JPEG? Alors, le numérique ne me dérange pas, déjà. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un milieu où on ne me demandait que du numérique
pour la presse, par exemple. Et donc, quand je suis arrivé avec du client particulier, j'ai continué ce système-là qui m'allait très bien parce que pour moi, je n'avais pas de formation pour savoir imprimer, pour connaître la qualité d'un papier, etc., etc. Par contre, depuis un an, je me mets à faire du papier, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de palpable. Mais s'il y a du papier, il y aura toujours la version numérique derrière, parce que je suis attaché aux deux supports, je pense. Il y a une petite question là qui vient de tomber qui disait comment tu fais parce que alors Joël dit moi quand je reçois mes clients en séance les 20 premières minutes les clients en gros ils sont pas opérationnels. Tiens, ils arrivent pas à se mettre dedans ni rien. Toi c'est un problème que tu n'as pas. Je pense que ça revient au fait que tu les guides beaucoup. Alors déjà il faut savoir que le fonctionnement d'une séance chez moi, les gens viennent faire des photos, pas chez un photographe, mais faire des photos avec moi. Généralement, les clients qui viennent dans mon studio sont des clients qui me suivent ou qui ont envie d'avoir une séance avec un photographe qui suivent depuis quelques temps. Donc, quand ils arrivent, je ne les accueille pas. J'ai la chance d'avoir une assistante qui les accueille. Ensuite, ils passent directement entre les mains de la maquilleuse qui va expliquer le déroulé, les rassurer. Donc, en fait, au moment où j'arrive, il s'est passé 3/4 d'heure et la cliente, elle est déjà dedans. Ça fait 3/4 d'heure qu'elle est dans mon studio, donc elle est bien. Et moi, j'ai besoin de ce côté instinctif, donc je n'ai pas besoin de connaître ma cliente. Et justement, j'ai essayé l'inverse, c'est-à-dire de discuter avec mes clients avant, et en fait, je ne me sens pas à l'aise. Et donc, j'ai ce besoin je regarde quelqu'un, bonjour, j'arrive, voilà, tu es prête, je te photographie, c'est fini, on reprend rendez-vous pour le visionnage, ou je te montre tes photos directement après. Mais ça va aussi avec ma communication, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que ce côté un peu démystifié du photographe qui parle trop, ça ne va pas avec ma stratégie, parce que déjà, ça ne va pas à mon caractère. C'est pas par méchanceté, c'est peut-être par timidité, par plein de choses, mais j'ai besoin de ressentir les gens vraiment à l'instinct. Parce que quand on se présente à quelqu'un, on ne présente pas toujours son vrai soi, tu vois. Quelqu'un peut se présenter, il va du coup fausser l'idée que je peux avoir de lui. Le fait de pas trop parler, je suis très poli, très gentil avec mes clients, hein, mais le fait de pas trop parler, j'ai mon image dès le départ. Voilà. Donc mon client, avant, il est passé avec ma maquilleuse et il est à l'aise. C'est marrant parce que je pense, enfin, dans les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront que ça va à l'encontre un peu de ce que beaucoup pratiquent parce que, enfin, dans ce que j'entends souvent, c'est il faut mettre de l'affect dans la relation avec le client pour justement, tu vois. Donc, comme quoi, non, il y a plusieurs manières de procéder et il n'y en a pas forcément une bonne. Donc, c'est intéressant. J'avais envie aussi qu'on parle avec toi c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé ensemble, mais qui m'intéresse, c'est tes projets personnels parce que je pense que beaucoup connaissent Iconic et en fait, ça m'intéresse de voir est-ce que ça t'apporte toi en termes de communication, c'est-à-dire que ce qu'au départ, tu as fait ça en te disant pour ma com, ça va être bien, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, toi, te fait grandir artistiquement et qui t'aide tu vois, à développer ce que tu fais? C'est quoi ton approche sur ça? Mon approche, c'est que je suis un être qui est créatif, j'aime créer, j'aime m'entourer de personnes qui sont créatives aussi. Et mon travail clientèle me permet de justement faire ce que je veux dans mes projets perso. Mon travail clientèle va financer mes projets perso. Donc, je ne fais pas l'inverse, c'est-à-dire que je ne fais pas du projet perso pour attirer des clients, je fais venir des clients pour pouvoir justement financer ce que j'ai envie derrière. Voilà. Et pour moi, la photographie, c'est un métier, mais ça doit rester fondamentalement une passion. Enfin, on a une passion, on a un métier qui est génial, c'est artistique, il faut s'éclater. Donc, si on n'est que avec du portrait de client un peu classique, même si j'adore mes clients, je ne pourrais pas faire que ça. J'ai envie de créer derrière, donc j'ai des projets perso. Je suis un grand fan de cinéma, donc ma lumière est une lumière qui est très calquée sur le modèle de la lumière cinéma. Donc créer des projets personnels avec une différence de lumière, en fait, ça me permet aussi de m'exercer, de tester d'autres choses, d'autres techniques. Et je ne me permettrai jamais d'exercer sur mes clients. Sur mes clients, je donne mon savoir-faire, tu vois, c'est quelque chose qui est bien travaillé. Voilà, ils sont venus parce qu'ils ont vu mes photos, il faut que ça ressemble à mes photos, en fait, ce que je vais faire. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que mon travail personnel est à l'opposé de ce que je peux faire avec mes clients. C'est intéressant comme démarche. En fait, de toute façon, voilà, les projets personnels, c'est ce qu'on dit souvent, ça te sert à grandir et à tester des Ah, choses. c'est super important, oui, carrément. Tu parlais du projet iconique, il a duré 3 ans. J'ai travaillé avec une styliste, Lucie Vervel, et un maquilleur, Joris Souris. En 3 ans, j'ai plus appris qu'en 10 ans de métier. Voilà, et donc c'est important et puis voir aboutir son projet. Moi, il y a eu plusieurs expos d'Iconic, c'était génial de rencontrer les gens. C'est sorti en bouquin aussi. Enfin, je suis très fier d'avoir mon petit livre. Enfin, tu vois, ça fait du bien, tu vois.
termes de notoriété, ça t'a apporté quelque chose? Enfin, je veux dire, tu as senti un Ah oui. avant-après iconique ou pas? Parce que enfin, ça a quand même été quelque chose, même dans le milieu des photographes, ça a vraiment été quelque chose d'hyper important. Donc, toi, ça t'a. Ah oui, oui, complètement. Ça m'a permis de m'implanter comme photographe en France et en Europe parce que grâce à Iconic, je suis devenu QEP, qualifié d'European photographeur, et Master QEP une deuxième fois avec une autre série de Iconic. Donc oui, ça a permis de me faire connaître, évidemment. Il y a une petite question là de Florence, donc Alors, enfin, un peu tout le juste, monde je te derrière. coupe un instant, Amélie. Iconic, juste en 2 mots, parce que pour toi, c'est une évidence. Ouais, ouais. Mais Iconic, c'est pas une série de portraits de clients. Non. Juste rapidement, alors rapidement, Étienne, ouais, juste pour que les gens sachent de quoi on parle quand même. Il y en Alors, a. Iconic, c'est un projet photographique qui rend hommage aux personnalités qui ont marqué leur époque, que ce soit des politiques, des sportifs, des acteurs, des chanteurs. Voilà, exactement. J'ai reproduit la scène de Vinci avec Marilyn Monroe au milieu, David Bowie, etc., etc. Et en fait, j'ai cherché pendant 3 ans des sosies, entre guillemets, de personnalités et j'ai recréé tout un univers. On a créé des décors, Lucie a créé les tenues. Enfin, voilà, on a recréer des scènes de films. Enfin, ça a été vraiment 3 ans en non-stop, quasiment. Et ben voilà. Quelques-uns. Voilà. Alors, Bon, c'est pas en très grande, mais voilà, ça donne une. normalement, on montre un peu ton master web, en l'occurrence, voilà, sur une partie de Ça, c'est série. mon Voilà. master, ouais. C'est un projet Bah, qui par exemple, s'arrête tu peux sur la cliquer base de sur célébrités. Adam et Ève ou pas du tout. De quoi? Celle-là, ouais, exactement. On Je peut peux pas pas. cliquer, je pense. Non, Bah, en fait, pour expliquer, tu vois, tout le décor, on l'a créé nous. Enfin, tu vois, ça a été comme un décor de théâtre. Donc, on a passé 3 jours à créer le décor dans mon studio. Enfin, c'est vraiment un gros, gros boulot. Enfin, c'est vraiment éclaté avec la styliste Lucie et le maquilleur Joris. C'était, voilà. Tout était un peu en live, quoi. et alors, ce qui est fou, c'est quand même que t'as des gens qui. Enfin, je suppose, je m'imagine que tu as des gens qui, voyant ce projet, ont eu l'envie que tu les transformes. Enfin, c'est des choses qui sont Oui, arrivées ou pas? Parce que pour le coup, quand tu vois ça, je me dis, il y a bien des gens en France qui rêvent d'être transformés en Marilyn Monroe ou en. Voilà, donc, tu exactement. as créé une demande chez toi? Oui, oui, ben, mes forfaits sont très simples. J'en ai 2 ou 3 dans mon site web, hein, je vous invite à regarder. J'ai une séance portrait classique et j'ai une séance iconique hein, parce que j'ai eu la demande. Donc, il m'arrive de transformer des clients particuliers. Voilà. C'est génial, pour le coup. Ouais. Qu'un Ben, projet ils se personnel. transforment en leur idole. Enfin, ils sont dans un univers. C'est génial. Ben, il y a Jackie Le Canu, qui est un photographe que j'aime beaucoup, Ah, qui est fan de Chaplin, qui s'est transformé en Chaplin, d'ailleurs, dans mon studio. C'est très, très émouvant. C'était génial. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, dernière partie, parce que le temps tourne. Donc, c'est ce que je disais, tu es portraitiste de France Major l'année dernière. Les concours, pour toi, c'est quelque chose d'important. Enfin, je veux dire, tu as toujours participé à des concours. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion? Et surtout, qu'est-ce que tu recherches à travers ça? Alors, l'impulsion, elle s'appelle Sophie Bourget et Thibaut Chap. Euh, non, en fait, si on retourne 5 ans en arrière, je suis anti-concours, anti-tout. Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, je fais mon bout de chemin. Je suis un peu un ours dans ma grotte. Enfin, et Sophie passe des concours et nous dit les garçons passer des concours. Bon, les garçons, c'est Thibaut et moi. Hein. Et je me suis mis à passer mon couette. Et en fait, je ne l'ai pas eu, le premier. Et ça m'a agacé. Et en fait, je pense que c'est très bien parce que ça m'a remis à ma place. Et parce que pour moi, bah, j'avais ma technique depuis. J'ai commencé, j'avais 15 ans la photographie, donc t'imagines, ça faisait des années que je faisais ça. Et ça m'a remis en ma place en me disant, bah, en fait, je me suis trop reposé sur mes acquis. Et tu vas voir, je vais le repasser, je vais tout défoncer. Et j'ai repassé l'année d'après, je l'ai eu. Et donc, en fait, les concours, ça te permet, je trouve, de tester d'autres choses, bah, un peu comme le projet personnel. Et en fait, c'est, en tout cas pour les concours de la FPPMI ou les concours comme le COEP ou le Master COEP, c'est intéressant parce que tu as toujours un retour, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont te dire pourquoi tu ne l'as pas eu et qu'est-ce que tu dois envisager pour t'améliorer. Et moi, ça a été bénéfique. Enfin, et si on le rate, c'est pas grave parce que je te dis, j'ai raté mon COEP et j'ai raté mon premier master aussi. Et en fait, c'est pas grave parce que ben, j'ai foncé, j'ai bossé. C'est du travail en fait. Et quand tu travailles et que tu arrives à te remettre en question, ben, ça marche.
Ouais, c'est bien. Je pense que c'est des choses qui méritent d'être dites parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de photographes aujourd'hui qui sont un peu anti-concours, quoi. Voilà, et alors qu'en fait, au-delà de l'aspect j'ai gagné ou j'ai eu mon titre, je pense que ce qu'il faut voir sur les concours et notamment ceux qu'on édite avec la FFPMI, je pense que c'est vraiment l'aspect de se remettre en question, d'aller chercher de nouvelles compétences, de créer des nouvelles images et de pouvoir s'exprimer un peu autrement que dans les séances clients, quoi. Donc, Mais c'est un défi personnel aussi. Et puis, niveau com, enfin, si on peut commencer à en parler, niveau com, ça a un impact qui est dingue, quoi. Enfin, moi, quand j'ai passé portraitiste de France, je vais te dire la vérité, je l'ai passé avec mes apprentis. Ils étaient 4 à le passer. Et pour jouer le jeu, je l'ai passé avec eux, mais sans aucune envie de gagner ou d'ambition. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit pendant la soirée. Donc, il y a des gens qui m'ont regardé bizarrement parce que je suis devenu major. Mais en fait, je l'ai fait avec beaucoup de passion, d'amour, de savoir-faire, de tout ce que tu veux. Mais j'ai accompagné mes apprentis et mon équipe de photographes, l'équipe qui est dans mon studio, à le passer. Tu vois, donc c'était mon but et ma raison. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si ça a été entendu, mais il y a une vidéo qui existe de quand je reçois ce prix. En fait, je suis ultra fermé. Bon, déjà, c'est parce que je suis un peu timide. J'expliquais tout à l'heure que je suis un peu dans ma grotte. Et les gens ont dit, mais c'est quoi ce mec? Il est super hautain. En fait, non. Déjà, j'étais super gêné parce qu'il y avait beaucoup de monde, tu vois, donc je savais pas trop comment réagir. Et puis, je te dis, j'envisageais absolument pas d'être major. Enfin, c'était pas mon but, en tout cas. Mais je suis content de l'avoir été parce que ça a eu un impact derrière. hmm. Écoute, il y a Florence là qui pose une question que j'avais voulu te poser tout à l'heure. On fait un retour en arrière complet, mais voilà, elle m'a redemandé de te la poser, donc je le fais. Elle demande quel type de fond noir tu utilises. Est-ce que c'est du papier ou est-ce que c'est un type de tissu pour ta Alors prise? déjà, je n'utilise pas de fond noir. J'utilise principalement un fond gris qui est un peu foncé. Et ce fond gris, en fonction de comment j'éclaire, soit il devient plus lumineux, soit il devient justement un peu sombre, un peu noir. Mais c'est que du papier. J'aime le papier. Ok, bon ben voilà. Bon bah écoute, là, dans les questions, moi je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Thibaut, tu as des petites choses à dire à Étienne? Le truc à dire à Etienne, je sais pas quand est-ce qu'on se voit pour prendre l'apéro, mais non, Exactement. j'ai hâte de te voir au studio parce qu'on n'a pas le droit de se voir en ce moment. Non, est-ce qu'il y a Les des gars, c'est la questions fin là. pour Etienne, des choses qui sont pertinentes de ce qu'on connaît. On a assez peu, je crois qu'on devait parler un peu de la retouche, on a assez peu parlé de la retouche. Je sais que Etienne, tu retouches très vite. Tu En fait, je travailles retouche très peu. tu C'est-à-dire travailles avec que, Lightroom, ouais. tu travailles avec. Voilà, c'est des questions qui viennent souvent. Je ne les ai pas vues passer, mais voilà. Et puis, il y a Cyril qui pose une question que j'avais vue passer en parlant un peu de tes tarifs. Comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est du pack? Est-ce que c'est. Parce que tu disais tout à l'heure que tu vendais essentiellement du, Mais c'est sur le site, non? Il me semble, Étienne, tu l'as dit tout Etienne, à il a dit l'heure. que c'était sur son site, ouais, mais globalement, Exactement. toi, tu vends plutôt des packs en fait avec un nombre de photos Alors, et ma après, à première limite, si séance, besoin. ouais, ma première séance, c'est la réservation du studio avec un portrait. On est à 257 euros, si je ne me trompe pas. Et après, c'est très simple. Chaque photo est, j'ai estimé, enfin, en fait, ce qui est cool quand on est master, parce que je suis master web, c'est qu'on t'aide en fait à essayer de définir un tarif en fait, on te fait signer une charte pour que tu aies un niveau, si tu veux, professionnel. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'avaient les autres masters et quel prix était appliqué. Et du coup, je me suis adapté parce que j'ai signé cette charte. Et je suis à 87 euros par image supplémentaire. Voilà. Et après, j'ai des formats de papier. Donc, c'est très simple. Les clients, ils sont au courant. Ils payent 257 euros. S'ils veulent des images en plus, je suis à 97. Mais j'ai envie qu'on vienne me voir pour avoir peu d'images de toute façon. Parce que, comme je te dis, je préfère la qualité à la quantité. Et j'ai pas envie de retoucher trop d'images parce que je serais pas satisfait déjà. Je préfère que le client il sort avec 3-4 images et ces images, elles me plaisent. J'en suis fier. Je suis très content qu'il me tague sur les réseaux avec plutôt que d'essayer de m'enlever des identifications, tu vois, après. Donc, j'ai cette politique-là, en tout cas, dans mon studio. Tu m'avais posé une autre question, je crois, Thibaut, c'était sur la retouche. La retouche, Alors, j'utilise juste, peu. puisqu'on est sur le tarif, Ouais. là, on a Fabien qui nous demande quel impact il y a eu sur des titres sur ta communication, tout ça. Tu en as parlé tout à l'heure. Sur les tarifs, tu viens de le dire, globalement, ça t'a Mais aussi je me suis permis de adapté à ceux qui justifier, avaient le même d'ajuster un niveau. petit Ouais. peu sur la gamme, parce qu'en effet, MasterCoep est un diplôme assez élevé, donc du coup, tu as pu communiquer avec les photographes de portrait qui étaient dans la même gamme de produits. Et après, tu disais en termes de communication, alors c'est certain que des diplômes comme le MasterCoep, n'est pas forcément connu du grand public, mais correspond quand même à une qualification qui permet aussi de faire savoir autour de soi la qualité. Il y a Patrick Lombard qui nous dit on parle finalement plus d'examen que de concours. Alors, je prends la parole là-dessus. Oui, en l'occurrence, sur un QEP, un master QEP, c'est un examen, c'est un diplôme, hein, donc C'est un diplôme, ouais. c'est clairement un diplôme. Dans le cas du portraitiste de France, encore une fois, c'est à la fois un diplôme
comme le bac, avec des mentions. Et donc, Étienne ne le disait pas, mais en fait, on peut être major. Il est major, donc il est premier de la promotion. C'est celui qui a eu la meilleure note l'année dernière, comme au bac où il y a des gens qui sont majors. Donc, il a été major, donc c'était lui qui a eu la meilleure note l'année dernière. Accessoirement, son dossier est quand même, parce qu'il y a aussi des mentions. Il y a une mention honneur et une mention excellence. C'est-à-dire qu'on peut très bien être premier, mais avec un mauvais dossier. Son dossier est aussi excellence. Je crois qu'il y en avait un ou deux autres. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Jérôme Morin était aussi excellence, je crois. Juste derrière toi là-dessus sur la note globale. Je crois Audrey Verrier sûrement, mais je ne voudrais pas choquer, vexer qui que ce soit, peut-être d'autres en tout cas, voilà, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres. Et donc en l'occurrence, le portraitiste de France, contrairement au Master Web, c'est à la fois un diplôme et un concours parce qu'il y a un classement. Et c'est pour ça qu'on parlait de concours tout à l'heure, c'est que tu finis premier au classement avec le meilleur dossier. Par contre, Master Web, ce sont des choses qui sont essentiellement des diplômes. Je crois que toi, justement, en effet, le côté concours, donc compétition est quelque chose sur lequel tu pratiques moins. Moi, je ne fais pas de concours en fait Voilà. du tout. Donc Non. toi, tu es plus Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le diplôme. Et puis, comme je te disais, à la base, en tout cas pour le portraitiste, j'avais des apprentis et je trouvais ça cool qu'ils aient une certification en fait. Donc, je l'ai fait avec eux, si tu veux. Donc, je les ai accompagnés pendant un an pour leur apprendre les techniques, la base de la photo. Et donc, je voulais qu'ils aient un diplôme à la fin. Donc, ils l'ont passé et c'est comme ça que je l'ai passé avec eux, tout simplement. Et en fait, je crois même que, si je peux me permettre, c'est d'autant plus important pour tes apprentis. Je pensais notamment à Joris au studio à Lyon, où c'était d'autant plus important pour lui, finalement, qui avait peut-être moins de notoriété d'avoir le diplôme que pour toi. Ah, mais ça lui apporte un nom, complètement. Parce qu'à Lyon, il travaille au studio Clotis, puisque c'est le nom du studio que j'ai ouvert à Lyon. Mais les gens viennent voir Joris Souris maintenant. Donc ça, c'est top, quoi. Et puis, mes 4 apprentis l'ont eu. Voilà. Ça, j'étais très, très fier, ouais. C'est une belle reconnaissance du travail, tu vois, de ce qu'ils ont appris avec toi, de leurs compétences. Et, non, c'est top. Enfin, moi, j'étais fier, ouais. D'entrer dans cette démarche d'apprentissage en aidant les jeunes et ceux qui vont rentrer sur le marché, tu vois, quitte à ce qu'ils sachent exactement comment bien commencer. Mais ça les démarque complètement, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas, les apprentis que j'ai, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est à 20-25 ans, avoir un portraitiste de France, c'est quand même la classe, quoi. Donc, ils commencent leur carrière avec une bonne base, tu vois. Et puis, le portraitiste de France, ce que j'aime bien, c'est que ça te permet de valider tes acquis parce que, en fait, tu as toutes les règles de base qui sont peut-être très scolaires, mais elles sont importantes parce que si on ne connaît pas ces bases et ce côté scolaire, en fait, on ne peut pas s'amuser derrière. Donc, il vaut mieux connaître les bases et après pouvoir bien déborder parce que moi, je déborde. Hein. Enfin, j'aime pas colorier dans le centre. Hein. Je vais vraiment partout. Mais je peux me permettre d'aller partout parce que j'ai ces bases-là. Voilà. Ok. Bon, je pense que c'était peut-être le mot de la fin. Ça fait 50 minutes qu'on est en train de discuter. Écoute, je n'avais pas prévu qu'on parlerait autant du portraitiste de France, mais au final, c'est une bonne chose. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, sachez que le règlement pour parce que le portraitiste de France a lieu tous les 2 ans. Et en fait, le règlement de la prochaine session est maintenant en ligne sur le site de la FFPMI, que les inscriptions sont jusqu'au mois de novembre, non, Thibaut, si je crois que c'est ça, c'est pour décembre. Décembre, oui, début décembre. Voilà. Oui. J'ai 2 petits qui vont le passer, c'est pour ça que En fait, c'est plus au courant que nous, mais... Alors, ce n'était pas du tout un live sur le portraitiste de France, mais en l'occurrence, on en a parlé. Les inscriptions sont encore là et le portraitiste de France, encore une fois, c'est une épreuve technique dans laquelle on va imposer, enfin dans laquelle le jury impose, pardon. C'est ce que montrait tout à l'heure Étienne. On voyait une photo d'enfant. Étienne, je crois que ça doit être la 2e fois de sa vie qu'il photographie un enfant. Exactement. Donc, en fait, on demande des photographies d'enfants, de grossesse, de personnes âgées, de groupes. Donc, c'est plus une qualification où on impose au photographe de montrer qu'il sait faire et d'apprendre finalement des choses qu'il ne connaît pas. Et cette année, c'est vrai que William Moureau, hein, qui est le président de la commission images et concours, a souhaité mettre à disposition le règlement du concours à l'avance pour permettre aux photographes de s'exercer et progresser dès à présent. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et on a Jérôme Morin qui te passe un petit message. Tiens, qui nous dit allez, cette année je le refais juste pour être nageur. T'inquiète pas, je le passe pas. Il a dit qu'il ne le passerait pas, voilà, donc tout va bien. Alors, Étienne ne le passe pas, ça nous laisse des portes ouvertes, on va pouvoir y aller. Je crois qu'on avait, je ne sais plus si on avait eu le truc, mais voilà, on avait à peu près fait le tour des questions. Aurélie posait la question du nombre de séances par jour, et c'est vrai qu'en ce moment, le mode a changé, donc c'est encore un petit peu délicat, et c'est plus forcément adaptable à la situation du moment. Avant le confinement, j'étais à 2-3. Là, je suis à 1-2. Une, voilà. 2 séances, pas plus.
Tu fais assez peu de séances, mais encore une fois, la quantité plutôt que la qualité versus la quantité, et tu as décidé, toi, de ne pas jouer sur la quantité. Tu veux prendre le temps de faire des bonnes photos et finalement peu plutôt que beaucoup. Et donc peu de séances, énergiques, concentrées, peu d'images à la fin, mais vraiment la quintessence de ce que la crème de la crème. En tout cas, j'espère. Non, mais concrètement, c'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie et c'est celle qui fonctionne pour toi. Et Jérôme Morin, du coup, se dégonfle en disant qu'il rigole et qu'il est tranquille pour 6 ans. Donc, tout va bien. Il y a Léa qui nous dit qu'il y a une petite tension entre Jérôme et Étienne, un petit feuilleton à suivre. La prochaine fois qu'on fait un live, on fait un regard croisé entre Étienne et Jérôme, tu vois. Mais c'est Et pas on va vrai, essayer de voir si j'adore vous êtes Jérôme d'accord. en plus. Non, mais je sais bien, c'est pour ça. Mais comme vous aimez bien, c'est drôle. Je C'est crois un qu'on a super fait. photographe. C'est un super photographe. Il Ah était oui. avec nous en live aussi. On a eu la chance d'avoir des chouettes photographes. On avait aussi Bernard Audry cette semaine qui nous parlait de business et qui est aussi Master Web, etc. On a commencé avec Sylvie Lozier, qui est meilleur ouvrier de France, qui est MOF. On a eu la chance d'avoir vraiment des très, très chouettes photographes. Voilà. Ils sont tous bénévoles, hein, on ne l'a pas dit, mais ils sont tous venus donner de leur temps gratuitement. C'est Comment quand même ça? vachement sympa. Ouais, c'est bon, on t'enverra une plaque créditée. Et mais concrètement, voilà, on est très content. Voilà, on est très content de t'avoir eu, Étienne. Ben, merci de m'avoir invité. On t'a un peu pris au dépourvu parce que nous, on avait prévu ce soir à la base de faire aussi une intervention avec le président, tout ça. Mais comme en ce moment même, il y avait aussi un petit peu l'allocution du Premier ministre, ce n'était pas le moment de valider tout ça. On t'a prévenu un peu plus tard que les autres et tu as répondu présent. Et vraiment, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour nous. Il y a Gilles qui demande quand sera le prochain Zoom. Alors, parce qu'en fait, je crois que les gens se sont habitués, Thibaut, à nous voir en ligne 2 fois par semaine par notre type d'interview. On réfléchit vraiment à la façon dont on va continuer cette activité-là. Enfin, voilà, on l'avait déjà abordé, mais on aimerait bien réussir à faire des journées en région pour pouvoir aller à la rencontre des adhérents et même des gens qui se posent des questions sur la FFPMI et puis qui sont dans l'envie de partage, etc. Donc, des Zooms, je pense que Thibaut, on va continuer à en faire quelques-uns. Si on pouvait en faire un par semaine, ça pourrait être, je pense, quelque chose d'intéressant. Mais de toute façon, même si c'est la fin du confinement, c'est pas la fin de… Voilà, on va pas vous abandonner comme ça, on a encore des choses à partager avec vous. Après, il faut voir sous quelle forme, parce que comme vous vous en doutez, en fait, nous, on l'a déjà dit hein, avec Amélie, mais notre métier dans la vie, c'est photographe. Et donc, concrètement, en théorie, il va falloir qu'on se mette à gagner de l'argent. Enfin, je pense que vous avez tous une idée de ce que c'est. Et donc, il faudra voir à quel moment c'est pertinent par rapport à nos contraintes pour pouvoir vous accueillir, vous recevoir. À quel moment c'est pertinent pour vous aussi. Et qu'est-ce qu'on a à faire. Il y a une ligne éditoriale à mettre en place là-dessus. Donc, on y travaille, on y réfléchit. Je pense qu'on finira par le donner. Je vais juste vous garder encore 30 secondes parce qu'on avait promis à Jordan qui nous relance là-dessus. La démarche entre le pro, c'était quoi déjà je l'avais noté dans la communication sur les partenaires, je crois. Non, c'est ça. Sur comment tu trouvais tes partenaires pro et comment tu trouvais tes clients. Je crois que c'est cette question-là que j'avais posée au début et sur laquelle j'avais dit que je reviendrais. Tout simplement, j'entretiens mes réseaux. Je vous invite à regarder mon Instagram. En fait, je le modifie en permanence. C'est-à-dire que j'archive, je désarchive. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir une vitrine et les gens me contactent sur Instagram. C'est-à-dire que je ne démarche pas, en fait. Ils viennent à moi. Voilà. Après, c'était du travail. Hein. Ta clientèle perso, enfin, je veux dire, tous les monsieur, madame, tout le monde, ou les modèles, c'est des gens qui arrivent par ce biais-là. Que Instagram en ce moment. Voilà. Enfin, depuis 2-3 ans. Hein, donc, en fait, c'est le travail que j'ai eu sur les réseaux j'ai des résultats aujourd'hui. Mais ça a mis quelques temps. Voilà. Donc, les médias sociaux, pour le coup, et tout le travail que ça représente en termes de communication, tout ce que tu as pu mettre en place. Je pense qu'on a fait globalement le tour de l'intégralité de ce qu'on voulait te demander. Du coup, oui, les Zooms, on va essayer de refaire quelque chose. On est incapable de vous dire tout de suite parce qu'on n'a pas envie de vous faire des promesses qu'on ne saura pas tenir. Donc, on va laisser le temps de réfléchir autour de tout ça. On a encore des petites choses à valider. Je vous rappelle ce que je disais au tout début. Il y a un nouveau Zoom, par contre, qui va avoir lieu dès cette semaine, demain après-demain, le temps qu'on le calibre, qui sera annoncé sur cette page, avec la présence notamment de Laurent Belay, notre président national, qui pourra du coup faire un petit point avant la reprise, avant le déconfinement. On a un remerciement encore une fois à faire pour l'enquête et les 7000 réponses cumulées sur les 2 enquêtes, l'enquête et son complément, qui est d'ores et déjà en cours d'analyse
pour pouvoir transmettre des éléments concrets. Et on a les consignes sanitaires qui ont été publiées sur cette même page et sur le site internet métiersdelimage.fr, qui est l'endroit où on regroupe l'intégralité de tout ce qu'on a. Encore une fois, merci. On se voit ces jours-ci avec le président pour pouvoir parler de tout ça. Et puis, c'est le moment d'adhérer, les gens. Hein. Allez, rejoignez-nous, on est vachement sympa en vrai. Merci Amélie. Merci pour cette période. C'est vrai qu'on s'est vu 2 fois par semaine. En fait, on s'est vu en live. On s'est vu beaucoup plus que ça en fait en vrai. Mais on s'est vu 2 fois par semaine en live, Amélie. C'était bien. Merci de m'avoir accompagné sur ça. Merci pour cette idée. Merci pour tout ça. Merci Delphine qui était plus en coulisses. Delphine Denan qu'on a vu une fois sur un live, qui a impulsé pas mal de choses aussi sur les Zooms et qui était vraiment très, très utile avec nous, même si on l'a moins vu à l'image pour l'instant, mais ce ne saurait tarder. Et puis toutes les équipes aussi derrière, évidemment. Merci Étienne, encore une fois. Avec grand plaisir. Et puis Amélie, je ne sais pas si tu as encore un petit quelque chose à rajouter. Moi, non, c'est bon. Non, ça ira. Je pense qu'on a fait le tour là. Non, on a marre, c'est l'heure de l'apéro. Il est 18h, il faut y aller. Merci à tous, merci pour cette heure passée ensemble. Restez à l'affût de la publication du live qui sera important aussi avec notre président, qui aura lieu ces jours-ci. On vous le publie et on vous décrypte les prochaines informations qui arrivent dès que c'est nécessaire. À bientôt, c'est l'heure de couper, à bientôt. Merci. Au revoir.